Bonjour tout le monde, je suis Sherif Matta, professeur de chimie et de physique à l'université Mount St. Vincent ici à Halifax au Canada. Et je suis l'animateur de ce programme Conversation avec une scientifique. Bienvenue à l'émission. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Madame la professeure Eva Knoll, ancienne collègue ici à l'université Mont Saint-Vincent, qui nous fera part de ses idées sur les mathématiques et les arts visuels, en particulier le fil conducteur entre les mathématiques et les arts visuels, des domaines qui sont peut-être apparemment assez distincts. Alors, Madame Eva Knoll, elle est auteure, artiste, mathématicienne. Elle est couramment professeure au département de mathématiques à l'Université du Québec à Montréal, aussi connue comme l'UQAM. Elle est ancienne professeure en éducation des mathématiques à l'Université du Mont-Saint-Vincent, ici à Halifax, aussi connue comme MSVU, abréviée comme MSVU. Les intérêts de Madame Knoll vont de la compréhension fondamentale des mathématiques au rôle des mathématiques dans l'expression artistique. Elle s'intéresse en particulier à la topologie, à la cristallographie ainsi qu'à la combinatoire, pour n'en citer que quelques-unes de ses intérêts divers. Madame Knoll s'intéresse beaucoup également à l'enseignement et à la didactique des mathématiques. Donc, Eva Knoll, bienvenue au programme. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Mais c'est moi qui te remercie. Commençons par dire à nos auditrices et auditeurs qui vous êtes et quel a été votre parcours jusqu'ici. Alors, j'admets que je trouve la question « qui vous êtes » assez complexe parce que c'est quand même quelque chose qui évolue avec le temps et qui peut changer. Et nous sommes tous beaucoup de choses en même temps. Alors, ce que je peux dire, c'est que j'ai été dans le passé architecte, j'ai été graphiste et maintenant je forme les enseignants en mathématiques. Mais je suis par-dessus tout créateur, chercheur et encore plus important, je suis apprenante. Très bien. Et en particulier, qu'est-ce que vous faites exactement sur le plan intellectuel? Alors, en ce moment, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'émergence des idées mathématiques dans la création d'art. Et en particulier, je m'intéresse à comment ça fonctionne parmi une communauté de chercheurs et de chercheuses et d'artistes et de praticiens. Et donc, comment ils arrivent à leurs idées, d'où ça vient et quels sont les liens entre ces différents éléments. Donc, je réfléchis beaucoup à cette question, particulièrement aussi par rapport à ma propre pratique, mais aussi par rapport à la pratique d'autres. Et comment ça se situe dans le grand schéma de la connaissance ou de l'art, disons? Alors, je dirais que dans la grande image sur laquelle vous me questionnez, c'est sûr que il y a de la pertinence par rapport à l'éducation, parce que là, il y a toujours les problématiques de comment est-ce que les gens passent de ne pas savoir à savoir, etc. Mais je considère quand même mon travail comme ce qu'on appelle de la recherche fondamentale plutôt que de la recherche appliquée. Et j'ai tendance à laisser la tâche à quelqu'un d'autre de trouver des applications par rapport à ça. On peut peut-être passer aux détails maintenant. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de vos travaux récents ou peut-être pas nécessairement tout à fait récents? Oui, bien sûr. Alors, j'ai préparé quelques images que je vais vous montrer pour en parler une fois après l'autre. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure la combinatoire, la topologie, la géométrie, la cristallographie. Une des choses qui m'intéresse particulièrement, c'est des idées de structure. Oui. Et parce que pour moi, les mathématiques, en fait, c'est la science des structures. Et donc, je m'intéresse à comment on peut représenter la structure qui est derrière, notamment les différents médias qu'on peut utiliser quand on crée de l'art visuel. Alors, par exemple, l'image que je vous montre en ce moment, c'est une peinture. Mais elle est basée sur des idées de combinatoire, donc de combinaison de nombres et les structures de notre système de numération ou des nombres en général. C'est sûr qu'après, moi, je vais interpréter ces structures d'une façon qui montre qui montre ces idées et qui les illustre d'une façon qui est attirante pour l'auditoire et puis qui va peut-être démontrer les structures. Donc, dans cette image, disons, quels sont le type de structure qu'on peut dégager et comment ça se connecte aux mathématiques fondamentales, disons? Donc, l'exemple que vous voyez là montre des motifs de nombres
et comment ils se transforment basés sur une combinatoire. Et ensuite, elles sont réinterprétées selon si les nombres qui sont à tel endroit sont pairs ou impairs. Et c'est pour ça qu'il y a seulement 2 couleurs. Donc, tous les nombres pairs sont d'une couleur et tous les nombres impairs sont d'une autre couleur, ce qui élimine certaines distinctions entre les différentes cases, mais montre les connexions en même temps. Un autre exemple qui est en fait interprété de la même idée est un objet, cette fois utilitaire, donc une lampe, qui utilise encore une fois 2 couleurs, donc les nombres pairs et les nombres impairs, mais c'est 4 versions différentes de la même idée. Mais comment vous organisez ça sur le plan de la figure, par exemple? Comment vous décidez où mettre le nombre pair, où mettre les nombres impairs? Est-ce qu'il y a une formule? En fait, la première rangée, elle est prédéterminée. Et après, il y a une transformation qui se fait de rangée en rangée en rangée. Et il y a 2 transformations différentes. Une formule mathématique? Une transformation. Donc, il y a des échanges. La première et la deuxième sont échangées, la troisième et la quatrième sont échangées, etc., jusqu'à ce qu'on les ait toutes faites. Et dans la prochaine rangée, au lieu de changer la première et la deuxième, ce qui nous ramènerait au départ, on change la deuxième et la troisième, la quatrième et la cinquième, etc. Donc, c'est un type d'algorithme? C'est un algorithme, absolument. Oui. Et ça, c'est le résultat de l'algorithme imposé sur 4 séquences différentes de nombres. Ici, on a une œuvre qui est basée sur une fractale ou ce qu'on appelle aussi une courbe de remplissage de l'espace. Et donc, on est dans les mathématiques un peu spéciales, abstraites, mais et donc qui n'ont pas directement beaucoup d'applications ou qui n'en ont pas eu, encore que celle-là... Jusqu'à ici, on ne sait jamais. Cette image-là est basée sur une courbe qui est utilisée dans nos téléphones, en fait. Comme antenne, parce que c'est une courbe justement de remplissage de l'espace et donc elle est très longue mais occupe un espace limité en même temps. Et ça, c'est une réinterprétation de cette courbe par moi. Donc cette courbe, c'est une ligne continue, non? Au départ, c'était une ligne continue, mais quand je l'ai réinterprétée, maintenant, c'est plein de lignes différentes mais qui sont interconnectées d'une certaine façon. Et donc, on passe ensuite à la suivante. Et dans ce cas-ci, c'est une autre façon que j'ai d'approcher la problématique de créer de l'art mathématique. C'est-à-dire que j'apprends une technique ou un médium et je m'écoute réfléchir quand j'apprends. Et c'est là où le rôle d'apprenante rentre vraiment dans l'histoire. Et je vois comment j'apprends plus rapidement ou plus facilement parce que j'ai des bonnes bases mathématiques. Et donc, j'utilise ces bases mathématiques pour mieux comprendre comment le médium fonctionne et je crée ensuite des œuvres qui reflètent cette compréhension. Donc, dans ce médium, est-ce que c'est du tissu ou bien c'est du papier? Effectivement, c'est un objet qui a été tissé. Et ça a été tissé avec un métier à tisser moyennement complexe. C'est pas un tissage jacquard où chaque fil est contrôlé individuellement par un ordinateur. Ça, c'est contrôlé mécaniquement purement. Et donc, c'est simplifié. Donc, vous faites ça à la main ou avec vos... C'est fait à la main, mais avec un métier à tisser. Donc, c'est une mécanique, mais le métier est en bois. Donc, toutes les pièces, pratiquement, à part quelques vis, sont en bois. Et donc, ça doit être relativement simple. Et donc, il y a des répétitions. Mais malgré le fait qu'il y a des répétitions, on peut ajouter assez de complexité pour ajouter ce qui est effectivement, en fait, une illusion d'optique que vous voyez peut-être. Oui. Et qui, en fait, n'était pas du tout une intention. C'est un accident. Ces losanges, ces losanges sont un accident. Et ils flottent un peu par-dessus le tissu parce qu'en fait, ils bougent et l'œil essaie de les suivre, mais il est entre les interstices. Et donc, c'est un accident. Et est-ce que le fait que la ligne principale, la ligne du tout haut de la pièce n'est pas exactement alignée, est-ce que c'est fait sous... C'est la photo qui est coupée, simplement. C'est la photo, c'est juste le croquis. Oui. OK. Donc, oui, vous avez d'autres exemples? Celui-là, en fait, c'est intéressant aussi parce que c'est aussi tissé. Mais cette fois, c'est un tissu jacquard, justement, où chaque fil est contrôlé individuellement. Mais quand on a un métier où chaque fil est contrôlé individuellement, il faut décider à chaque intersection de 2 fils lequel est sur le dessus et lequel est sur le dessous. Et donc, on a 2 états possibles. Et donc, c'est un 0 ou un 1, comme dans un ordinateur. Et d'ailleurs, l'ordinateur, son ancêtre, c'est le métier à tisser jacquard. Parce que Jacquard a été le premier qui a réussi à utiliser les cartes perforées dans sa technologie, où chaque trou dit, cette fois, on met le fil X en haut et le fil Y en bas. Et quand il n'y a pas de trou, c'est l'inverse. Et donc, pour chaque fil, il faut décider.
Alors là, j'ai utilisé une photo. C'est une photo d'une plante. Mais il fallait avoir un motif parce que si le fil reste en haut trop longtemps, ben, tu n'as plus de tissu. Donc, il faut que le fil descende et monte à chaque fois. Et j'ai utilisé la table de division pour déterminer où ça va se passer. Donc, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est effectivement la table de division qu'on se retrouve là. Et l'image qui émerge, ça représente quelque chose ou Comme on veut. Ah. Et dans ce cas-ci, c'est une photo d'une plante, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. OK. Ensuite, on passe à encore un tissu. Cette fois, c'est un vêtement, mais ça utilise cette fois un peu de topologie et de géométrie différentielle, en fait, parce que on sait très bien que les tissus qu'on porte doivent épouser une forme ronde et ils doivent pouvoir bouger, parce que nous, on a des corps qui sont arrondis et qui doivent pouvoir se déplacer, etc. Mais quand on tisse sur un métier à tisser, en général, on tisse un rectangle plat, donc un plan. Et donc, il y a un problème, il faut passer du plan à cette forme arrondie. Et traditionnellement, évidemment, on utilise la découpe et la couture. Donc, le vêtement que vous portez et que je porte, ça a commencé comme un rectangle, mais ça a été découpé, ça a été cousu. Et il y a des formes, et il y a des endroits où ça doit arrondir, il y a des endroits où la courbe est positive, la courbe est négative, etc. Et le vêtement que vous voyez dans cette image a été fait complètement sur le métier à tisser. Donc, toutes ces histoires de couture ont été réinterprétées par une façon de faire le tissu sur place. Et donc, quand j'ai enlevé le tissu du métier, c'était déjà un vêtement. Alors là, il y avait pas mal de maths assez complexes. Wow. On continue. On continue. Là, on est passé à la technique de la vannerie, donc le tissage de panier. Et comme j'ai une perspective un peu analytique, j'ai pas fait des paniers, j'ai étudié la structure de la surface qu'on crée quand on crée des paniers ou des formes en vannerie, justement. Et je me suis intéressée à comment les différents éléments se déplacent. Donc, on voit, il y a des couleurs. Ben, les couleurs, en fait, elles montrent comment un brin, cette fois en papier, se déplace à l'intérieur de l'objet. Et ce qu'on voit ici, c'est un peu ce que j'appelle un tableau entomologique. C'est comme si on avait une collection de papillons. Ils ont d'ailleurs l'air un peu de papillons. Et ils sont différentes versions de la même idée. Et c'est fait sur ordinateur? Non, c'est des objets physiques qui existent, qui ont d'ailleurs été photographiés dans ce studio ici, il y a quelques années. Ah. Et donc, dans la première rangée en haut, on voit, c'est une figure en 8 qui est sur le côté. Et ils ont l'air presque pareils, mais ce qui se passe, c'est que à l'intersection entre les deux boucles, il se passe quelque chose de différent à chaque fois. Et quel est le code des couleurs ici? Ben justement, je commence toujours de la même façon, à gauche, avec le jaune, le orange jusqu'au rouge. Et après, ben, la forme détermine comment il se promène. Dans la direction horizontale, c'est l'intersection qui change d'une colonne à l'autre. Et dans la direction verticale, c'est ce qui se passe dans les deux boucles qui changent d'une rangée à l'autre. Oui. Et donc, ça, c'est toutes les combinaisons possibles. Donc, il y a encore un peu de combinatoire. Et topologiquement, ce genre de nœud, c'est quel genre de topologie? Ben, la troisième rangée, c'est des anneaux de Möbius, à gauche et à droite. Ah. Mais les autres, c'est simplement des boucles. Est-ce que vous pouvez expliquer un tout petit peu pour les spectateurs qu'est-ce qu'un anneau de Möbius, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est une aberration mathématique qui a été découverte, disons, par Möbius, justement, où on prend une bande de papier assez étroite et assez longue et on essaie d'en faire un cylindre. Et on recolle donc les deux extrémités. En fait, vous pouvez essayer avec ce papier. Non, pas tout de suite, non. Et donc, mais au dernier moment, avant de les coller ensemble, on prend un des deux et on lui donne un demi-tour et là, on les connecte. Oui. Et ce que ça fait, c'est que le bord de la bande fait 2 fois le tour avant de revenir à son point de départ. Mais après, il a fait tous les bords. Donc, il y a juste un bord. Et si on suit du doigt sur la surface de la bande, on va encore une fois faire 2 fois le tour avant d'arriver au point de départ. Et donc, on aura fait les 2 surfaces. Donc, c'est un objet physique en 3 dimensions qui a seulement un côté et seulement un bord. Et une surface. Et donc, une surface. Voilà. Oui. Et donc, c'est un peu une aberration mathématique parce que c'est difficile à imaginer que le devant et le derrière sont en fait la même surface. Quand on regarde localement à une partie, on dit, ben non, mais il y a 2 côtés. Mais quand on suit du doigt, on passe des 2 côtés avant de revenir au point de départ. Donc, c'est le global
opposé au local. Absolument. Oui, oui. Et donc, ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai un peu dans mon carcan. Quand je fais des trucs avec des formes et des bandes, moi, je peux toujours, quand j'ai envie, faire un demi-tour avant de recompléter. Et c'est ce que j'ai fait dans la 3e rangée des 2 côtés. Et donc, ça fait partie d'un peu mon vocabulaire de travail quand je fais des formes. Oui. Ensuite, on continue. Oui. Dans le même ordre d'idées, là, j'ai un cube qui a été fait, encore une fois, avec des bandes de papier. Mais cette fois, c'est un dé. Donc, si vous regardez, les 6 faces ont des nombres de trous différents. Il y en a un avec 5 trous, un avec 6 trous, un avec 7 trous, avec un trou, comme un dé. Et celui à 6 trous est opposé à celui qui a un trou, etc. Et comme les trous déterminent la trajectoire des bandes, parce que la bande, en fait, elle fait elle rebondit là où il y a le trou, chaque bande va se balader plus ou moins. Et comme c'est complètement asymétrique, chaque face a un nombre différent de points, les bandes se promènent de façon asymétrique. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a des bandes qui font une petite boucle et ils ont fini. Et il y en a d'autres qui se promènent. Donc, on voit, par exemple, les bleus foncés, elles font beaucoup de trajets avant de finir. Mais les oranges, elles font une petite boucle autour d'un trou et elles s'arrêtent. Et les trous, ce sont les points, les points carrés noirs? Oui, les points du dé. Les points du dé. OK. Donc, on voit, par exemple, en bas à gauche, il y a 5 trous. Clair. Ça marche? Donc, c'est encore de la vannerie. Mais moi, j'ai utilisé des bandes de papier parce que comme ça, je peux les avoir en pleine couleur parce que j'aime suivre la trajectoire. Et en plus, évidemment, j'adore les couleurs. Et celui-là, je viens de le finir la semaine dernière, en fait. C'est une poche où j'ai utilisé l'idée des fractales où, en fait, les bandes, d'abord, elles sont toutes ensemble, elles travaillent toutes ensemble. Ensuite, elles travaillent en groupe de 4, donc des tresses de 4. Ensuite, en groupe de 2. Et ces groupes de 2 sont ensuite tressés entre eux. Et ensuite, je rediminue jusqu'à ce que ça devienne un tissu. Et ensuite, je ferme. Donc, c'est l'idée de fractal qui est intervenue. Donc, vous voyez, à chaque fois que j'apprends une technique, je me questionne quelles idées mathématiques est-ce que je peux intégrer dans l'œuvre ou comment on peut inverser ça. Quelle œuvre est-ce que je peux créer pour montrer la structure d'une idée mathématique. Donc, ça va dans les 2 sens. Du côté artistique, comment les artistes vont interpréter ce genre de travail et est-ce qu'ils apprécient ce genre de mathématisation des arts, disons? Disons qu'il existe des communautés de gens qui s'intéressent à ça, mais c'est une minorité. Parce que, malheureusement, beaucoup de gens vont dans les arts parce qu'ils n'aiment pas les maths et beaucoup de gens vont dans les maths parce qu'ils ont peur des arts. Donc, des gens comme moi qui font le pont entre les deux sont pas très répandus. Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés au pont, qui ont construit le même pont, mais dans la direction opposée à vous, qui ont commencé, disons, purement artistiquement, et puis qui ont fini par faire des dessins ou bien des peintures qui ont une valeur mathématique, disons? Oui, bien sûr. Oui. Il y a moi, je vois pas tellement ça comme une direction ou une autre. C'est plus où est-ce qu'on se situe dans une espèce de continu entre moi, je suis purement artistique et je mets un peu de maths dans ce que je fais, ou moi, je fais purement des maths et de temps en temps, je fais des belles images, ou les gens qui se promènent tout le long, des gens qui sont au milieu, etc. Moi, je pense que de ma part, je vais un peu dans les 2 directions en même temps. Et d'ailleurs, j'ai un peu arrêté de faire la distinction entre les deux. Pour être honnête. Un de vos favoris, et un de mes favoris aussi, c'est Escher, bien sûr, Eva, et peut-être c'est une personne qui est au milieu, là, qui tient des... En fait, lui, il était graphiste de formation et il faisait des estampes et il travaillait avec un mathématicien de l'Université de Toronto qui s'appelle Coxeter. Et il échangeait avec lui. Donc, je dirais qu'il était du côté d'art, mais il avait une solide compréhension des structures mathématiques qui l'intéressaient. Moi, je le trouve génial. La cristallographie, et puis oui. C'est un exemple emblématique, c'est sûr. Bon, voici un livre... pardon, vous avez d'autres exemples? Oui, je pense qu'il m'en reste 2 ou 3. Donc, dans cette situation-là, c'est une autre approche que j'ai. À droite, on voit un bracelet et à gauche, des boucles d'oreilles, en fait. Donc, c'est un peu utilitaire dans le sens décoratif du terme.
Et c'était une technique que j'ai apprise quand je venais juste d'arriver, en fait, en Nouvelle-Écosse, au début de mon temps au Mont-Saint-Vincent, où j'étais intéressée à apprendre justement cette technique qui utilise des perles et qui dispose les perles un peu comme des briques sur un mur. Donc, chaque rangée est un peu décalée par rapport à la précédente. Et en même temps, j'ai découvert le tartan de la Nouvelle-Écosse, que je trouve magnifique parce qu'il est très coloré et très joyeux. C'est des combinaisons de vert, de bleu, donc c'est l'océan, les forêts, etc. Il y a une ligne de rouge, un peu de blanc, un peu de jaune, mais vraiment très brillant. Et alors, j'ai décidé de voir, est-ce que c'est possible d'utiliser des perles pour représenter ce tartan? Et le tartan est basé sur le sergé, qui est une structure de tissu qui a des petits rectangles qui sont décalés en diagonale dans 2 directions différentes. Et comme je disais, les perles, c'est justement disposé comme des briques sur un mur. Et en fait, il y a une façon très directe d'aller de l'un à l'autre parce que dans les 2 cas, chaque partie visible a 6 voisins. Donc, on pense à une brique, elle a 2 voisins en haut, 2 en bas, un à gauche, un à droite. Donc, 6 voisins. Ben, les perles aussi, elles ont 6 voisins. Et dans le tartan, on a 6 voisins. Et donc, topologiquement, ils sont en fait équivalents. Alors, ça a été très facile de faire le transfert. Et puis, à gauche, les boucles d'oreilles, c'est la même technique, mais au lieu de l'appliquer à un rectangle, on l'applique à un cylindre. Donc, on prend notre rectangle, comme tout à l'heure avec l'anneau de Möbius, et on attache les 2 côtés. Et puis, si on change la grandeur des perles à mesure, elles deviennent de plus en plus petites, ben ça, au lieu de donner un cylindre, ça donne un coquillage. Et donc, on a des coquillages. Donc, c'est une spirale. C'est une spirale, oui. En 3 dimensions. Exactement. Oui. Donc, c'est une hélice, en fait. Une hélice, oui. Une hélice, comme dans un coquillage. Oui. Ensuite, on a celui-ci qui est très récent pour moi. Et c'est en fait une situation où j'ai découvert un motif sur une maison, quelque part, et il m'a tellement fasciné que j'ai commencé à me poser des questions mathématiques dessus. Non, à Londres. Ah bon? Et puis, j'ai commencé à jouer avec. J'ai imprimé les possibilités parce qu'il y a... vous voyez, c'est des tuiles en céramique, mais qui sont en relief. Donc, c'est pas imprimé. C'est pas imprimé, c'est en relief. Mais c'est très simple, c'est un carré avec une diagonale. Et d'un côté de la diagonale, les lignes sont parallèles à la diagonale. Et de l'autre côté, elles sont perpendiculaires. Très simple. Une tuile hyper simple. Mais si on en met 4 ensemble, on peut créer des motifs qui ont une continuité d'une tuile à l'autre. Donc, ça crée, par exemple, des carrés concentriques, comme on le voit là. Fascinant. Mais si on le met autrement, ça donne d'autres motifs. Alors moi, j'ai dit, combien il y a de possibilités? Et si on connaît la combinatoire, ça en donne 256. 256 parce que c'est 4 manières de... 4. Sauf qu'il y en a qui sont les mêmes. Donc, il y a une redondance. Donc, il y a une redondance, exactement. Dans le sens où, quand on les crée, ils sont différents. Mais si on les met tous dans une boîte et après on les ressort, il y en a qui se ressemblent parce qu'ils ont tourné. Donc là, ma question, c'est, alors, s'il n'y en a pas 256, combien est-ce qu'il y en a? Et les uniques. Les uniques, exactement, selon la rotation. Et en fait, il en reste que 70. C'est quand même une grosse réduction. Et après, comme j'apprenais à tisser, j'ai dit, moi, je veux tisser la séquence d'une façon à ce que j'ai une bande où ils sont tous là, mais il n'y a pas de répétition. Et là, boum, ça devient un problème de mathématiques. Et là, moi, j'ai pas toujours les maths pour, alors je consulte des mathématiciens ou dans ce cas-ci des mathématiciennes et on travaille ensemble à trouver une formule, une solution, etc. Donc, vous collaborez avec des mathématiciens, mathématiciennes pures? Oui, régulièrement parce que j'ai pas toujours ce que j'appelle les maths derrière. J'ai le concept, je pose les questions, mais c'est d'autres qui doivent m'aider à répondre. Et donc là, on voit un exemple et la bande qu'on voit dans la photo à gauche, c'est cette solution. Et en fait, la première que j'ai trouvée, je l'ai trouvée manuellement. Donc, il y a 70... Il y a 70 des tuiles là-dedans, c'est ça. Elles sont une après l'autre, mais elles se chevauchent. Parce que si on en met 2 ensemble, on vient d'en créer une 3e au milieu. Et elles sont toutes différentes. Elles sont toutes différentes. Et en fait, justement, la séquence a été relativement facile à trouver parce que j'ai imprimé les 70 et puis j'ai joué avec. Et je suis arrivée. Et si c'est si simple que ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Parce que je ne suis pas tombée par hasard sur la seule. C'est pas possible. Et donc, maintenant, la question, c'est combien y en a-t-il? Et ça devient un problème qui est tellement grand. Combinatoire. Qui explose. C'est rendu ce qu'ils appellent NP complete. Donc, c'est vraiment là, waouh. Non-polynomial. C'est ça. Complete. Exact. C'est non-polynomial. Donc, on n'a pas encore les ordinateurs. Peut-être les ordinateurs quantiques.
Voilà, et je pense que c'est à peu près là où je vais m'arrêter aujourd'hui. Ça me rappelle un peu la chimie, parce que à la chimie, vous avez des blocs constructifs comme les atomes, par exemple, ou les groupes fonctionnels de la chimie organique que vous pouvez mettre dans différentes manières, et puis vous pouvez former une molécule, vous pouvez former la molécule de différentes manières, la même molécule, mais vous pouvez former un nombre extrêmement grand de molécules avec un tout petit nombre d'atomes en les connectant différemment. Donc, ça revient aussi à la topologie, d'une manière ou d'une autre. En tout cas. Et la combinatoire. Et la combinatoire. Vous avez raison. Donc, il y a quelques années, Eva, vous m'aviez recommandé ce livre qui est très, très fascinant, dont j'ai lu une grande partie, ce livre que je montre à la caméra ici. Where Mathematics Come From, How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being, traduit un peu comme d'où le livre s'intitule D'où viennent les maths, d'où viennent les mathématiques, et comment l'esprit incarné permet aux mathématiques d'exister. Donc, je reprends donc ce titre avec vous et je le repose comme question à vous. Donc, comment l'esprit incarné fait naître les mathématiques? D'où viennent les mathématiques, en fait? Alors, c'est une question avec laquelle je me suis pas mal préoccupée avec le temps dans mes études et en général aussi dans mon enseignement, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup par rapport à la difficulté d'apprendre les mathématiques. Et puis, j'ai trouvé une réponse qui me satisfait. Je dis pas que c'est la réponse pour tout le monde, mais pour moi, elle me paraît avoir une certaine logique. Et elle a en fait deux composantes. Donc, pour moi, les mathématiques, globalement, comme les gens les comprennent, quand on dit le mot mathématique, on a quand même quelque chose à l'esprit. Elles ont deux groupes de composantes. Et le premier groupe de composantes, c'est quelque chose qui est comme il est. Donc, c'est l'univers qui est construit comme tel, c'est la nature est faite comme ça, etc. Sans vouloir devenir platoniste, etc. Je voudrais dire des choses comme, par exemple, un nombre peut être divisé en deux piles égales, qu'on l'appelle pair, qu'on l'appelle even, qu'on l'appelle ce qu'on veut. Il reste qu'un nombre peut ou ne peut pas être divisé en deux piles égales. Donc, ça, c'est comme ça. Ce serait comme ça même si on n'existait pas. Et la deuxième partie, c'est la partie que nous, les êtres humains, dans ce cas-ci, il y a peut-être des aliens qui l'ont fait, mais nous, en tant qu'êtres humains, nous avons inventé pour nous permettre de comprendre cette structure. Donc, on a inventé du langage, on a inventé des formules, on a inventé des constructions, on a inventé des mots, des idées même, parfois, pour nous permettre de comprendre cette structure. Et donc, les mathématiques, comme nous on dit les maths, ça comprend les deux parties. Et elles sont combinées et elles sont parfois très difficiles à séparer. Donc, tout à l'heure, quand j'ai parlé des deux piles égales, j'ai utilisé le mot égal, qui est très mathématique. J'ai utilisé le mot pair, qui est définitivement mathématique, mais c'est une invention. Mais même si on n'avait pas inventé le mot pair ou le mot premier, par exemple, 2 est un nombre premier, 3 est un nombre premier, ce serait quand même vrai que 3 n'est pas divisible en autre chose que 3 et 1. Donc, il y a ces deux parties qui se sont mélangées. Et évidemment, on ne peut pas parler de la première partie sans utiliser la deuxième, qui est notre langage pour en parler. Donc, c'est à peu près ça ma réponse. Donc, nous avons parlé de l'art, nous avons parlé des mathématiques. Pour vous, Eva Knoll, comment vous définissez les mathématiques et comment vous définissez l'art? Et d'après vous, quels sont, je sais que vous avez déjà abordé un peu cette question, mais peut-être on peut développer un peu plus où ces deux domaines de la connaissance humaine se rencontrent. Alors, c'est sûr que qu'est-ce que sont les arts? Qu'est-ce que sont les mathématiques? Ce sont deux grandes questions. Et il y a des gens qui sont philosophes qui ne font que répondre à ça et qui passent toute leur carrière à répondre. Oui, mais pour vous. Donc, moi, je vais m'intéresser plutôt justement à la relation entre les deux, qui est d'ailleurs mon domaine d'intérêt. Et puis, pour moi, en fait, je parlais tout à l'heure du continuum entre les gens qui font purement l'un, purement l'autre et tous les gens qui sont entre les deux. En même temps, pour moi, en fait, il y a vraiment 3 façons d'intégrer les deux. Il y a les gens qui simplement utilisent les maths comme outil pour créer de l'art. Donc, ils utilisent un ordinateur, ils utilisent une règle et un compas, ils utilisent... voilà, et là, ça devient
mineur, c'est un outil, c'est pratique, mais ça représente pas, ça finit pas vraiment dans le produit final. Ensuite, il y a les gens qui sont littérales, qui vont représenter des idées mathématiques dans leur tableau. Là, entre autres, je pense aux grands maîtres flamands qui avaient des polyèdres sur la table, des grands du monde qui devaient peindre. Donc, les mathématiques étaient représentées littéralement par des polyèdres et des objets, des miroirs déformants, etc. Ça, c'est la deuxième façon pour moi Et il y a encore des gens maintenant qui le font, qui essaient justement de vulgariser les mathématiques en montrant des images qui sont attirantes. Par exemple, quand les fractales ont commencé à sortir dans les années 70, ça a été distribué beaucoup pour montrer « Ah, waouh, les maths, c'est cool » et tout. Et pour moi, la troisième catégorie, qui est dans laquelle je me plais à me considérer, c'est celle où c'est plutôt une source d'inspiration. Donc, vous avez vu dans les œuvres que j'ai représentées, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de chiffres, il y a des formes géométriques de temps en temps, mais c'est pas le but final. Dans le laboratoire où je travaille en ce moment, j'ai une image qui est sur le mur, qui est une courte pointe, un quilt, qui représente le théorème de Pythagore. Donc, il y a un carré qui est composé de 16 petits carrés 4 par 4. Il y a un carré qui est composé de petits carrés 9, 3 par 3. Il y en a un troisième qui est 5 par 5. Ils sont disposés pour avoir un triangle entre les trois. Celui-là, évidemment, un triangle rectangle, puisqu'il y a un angle droit et tout. Donc, littéralement, c'est une œuvre qui représente le théorème de Pythagore. C'est littéral. Moi, je m'intéresse à représenter les maths, mais de façon un peu plus subtile, si on veut. Donc, elles sont là, elles sont visibles, c'est clair qu'il y a des maths dedans, mais c'est pas identifiable nécessairement comme « Ah, c'est le théorème de Pythagore. Ah, c'est la formule de… » Donc, c'est la catégorie qui m'intéresse. Vous et moi, nous avions discuté il y a quelques années sur vos travaux, sur les cadres que vous avez créés et qui sont une sorte de représentation des torts. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si je suis en train de travailler dans un médium, dans un contexte artistique qui s'y prête, j'interviens et je l'intègre. C'est sûr que ça rentre justement dans l'équation. Donc, quand j'ai parlé du vêtement, j'ai publié un article sur pourquoi ça marche, comment ça marche, et c'est quoi les maths, etc. Et j'ai utilisé le tore comme exemple parce que je voulais représenter la courbature gaussienne, qui est la courbature d'une surface tridimensionnelle. Et le tore se prête bien parce qu'il a des parties où la courbature est positive, d'autres où c'est négatif et d'autres où elle est zéro. Et donc, les idées mathématiques interviennent quand elles sont pertinentes, incluant le tore. Vous avez participé à de nombreuses expositions artistiques et avez beaucoup écrit sur la relation entre l'art et la science. Quel serait le fil conducteur qui traverse votre travail intellectuel, disons? La curiosité, la simplement. Curiosité. Oui, et la soif d'apprendre. J'en parlais déjà tout à l'heure plusieurs fois. C'est mon passe-temps favori, c'est d'apprendre des nouvelles choses. Donc, la créativité me permet de découvrir et puis ensuite de parler avec des experts et d'apprendre plus, toujours plus. Et sur le plan personnel, est-ce que vous vous considérez plutôt mathématicienne, plutôt artiste, un peu les deux, quelque chose d'autre peut-être? Philosophe peut-être? C'est très flatteur que vous m'appeliez philosophe. Je dirais que j'ai arrêté de faire la distinction entre les différentes disciplines et que je trouve inutile de me préciser à ce point-là. Dans une boîte, oui. Voilà. Je donc, suis tout à c'est fait pour ça que j'ai oui. parlé de créatrice-chercheur. Et donc, en fait, je m'identifie plutôt aux activités que je fais plutôt qu'aux disciplines desquelles je tire les idées. Vous n'êtes pas dans une cage, disons. Donc, avez-vous d'autres intérêts, peut-être, Eva, scientifiques ou autres? C'est sûr que moi, je pars du principe que tout est intéressant et donc tout peut être intéressant. C'est sûr que je préfère quand même des sources de savoir qui ont une certaine longévité. Et donc, je m'intéresse peut-être moins au commérage sur les célébrités actuelles qu'à des vérités qui ont un peu plus de durée, disons. Pas les trends. Oui. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Eva Knoll, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien et aux spectatrices et spectateurs, jusqu'à la prochaine fois, bonne fin de soirée.